D'Alger à Johannesburg. De Dakar à Nairobi. L'Afrique révèle son histoire, Ses rythmes et saveurs. Bienvenue dans Caravane africaine. Misafara ya Afrika. Africa Trips. où chaque ville vous livre ses secrets. Caravane africaine, une émission d'Assen arabe réalisée par l'IS Kerbash. Prêt à embarquer? Sur Ifriqiya FM, la voix africaine. Bonjour et bienvenue dans Caravanes africaines. Nous allons vous faire découvrir aujourd'hui la première ville arabo-musulmane fondée au Maghreb en 670, longtemps capitale de l'Ifriqiya. Il s'agit de la ville tunisienne de Kairouan ou bien Kairouan. Capitale de l'Ifriqiya pendant près de 4 siècles sous le règne des dynasties Arlabides, Fatimides et Zérides, la ville fut durant son âge d'or un important centre de transmission des savoirs, notamment en médecine, et une métropole d'importance équivalente à Dama ou Cordoue. Cité chargée d'histoire, elle figure parmi les rares villes islamiques ayant conservé les témoignages des différents apports de la civilisation musulmane, raison pour laquelle elle a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1988. Soura El-Hiani et Samuel Akizimana vont m'accompagner dans cette escale africaine à la découverte de Kairouan ou bien Kairouan, la ville tunisienne. Zola, c'est une ville qui a un statut urbain particulier. Particulier, effectivement. En fait, Kairouan ou bien Kairouan, voilà. C'est la 4e ville sainte de l'islam. Oui. On dit que voilà, il y a la Mecque, mais Kairouan, c'est la 4e ville sainte de l'islam. Elle est fondée en 670 par le général arabe Uqba ibn Nafi. Sous le califat omeyyade, c'est là où elle fait la première véritable ville arabo-musulmane en Afrique du Nord. Donc son emplacement, il était à l'écart de la côte, mais il n'était pas en fait choisi au hasard. C'était fait exprès parce que il permettait de limiter les attaques byzantines qui venaient de la mer et mieux contrôler l'arrière du pays. Donc Uqba, quand il a décidé
de fonder la ville au milieu et loin de la côte, c'était pour ça. Et le mot, il signifie caravane. Oui. Caravane. Et aussi, il y a des gens qui disent que c'est camp militaire, parce que il signifie aussi camp militaire. Ouais. La première partie, caravane. Caravane. Oui, voilà. Et le van, c'est le campement. Oui. Et le kara, c'est guerre. Mais ça veut dire là où ils se reposaient pour la guerre. Donc c'est pour ça ça vient c'est du persan. Oui, je pense, oui. Et elle était aussi, la première ville sainte du Maghreb et la 4e de l'islam après la Mecque. Et pour nombreux musulmans africains, c'est là où l'islam a commencé en Afrique du Nord. Exactement. Et ça vient de là. C'est le lieu de rayonnement de l'islam, donc voilà. Dès sa fondation. Et par sa taille et la concentration des fonctions de commandement, notamment, il fut longtemps une ville dominant toutes les autres dans la région. Samuel. Oui, comme Zoa était en train de le dire, parce qu'il faut regarder à cette époque où la religion musulmane était membre de toutes les religions, on peut dire que la ville était devenue un centre d'enseignement religieux dans différentes diffusions dans différentes langues comme l'arabe et ils accueillaient aussi des érudits, des juristes, des poètes, donc c'était devenu incontournable. Par exemple, pendant cette période de prospérité, je peux dire sous le, je vais prononcer mal le nom, mais vous allez me corriger si c'est Aghlabide. Aghlabide, oui. Au 9e siècle, Kairouan a atteigné son apogée parce que à cette période-là, était devenue la capitale politique et culturelle de l'Ifriqiya, qui est l'Afrique, comme on dit l'Ifriqiya, donc région couvrant la Tunisie de l'est de l'Algérie et l'ouest de la Libye actuelle. Donc on voit un peu l'étendue. Donc c'était la capitale de cette époque-là. Où on dit, comme c'est pour ça on dit que ça a atteint son apogée. Et aussi à cette époque-là, ils furent édifiés différents monuments emblématiques comme la grande mosquée de Kairouan, l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses du monde musulman. Donc on peut toujours la retrouver. Et aussi la ville, comme ils aiment le dire, la ville rayonnait dans les domaines de la théologie, de la jurisprudence, de la littérature et des sciences. Donc on voit que on y trouvait tout ce qui constituait le côté érudit de l'époque, parce qu'on retrouvait la science, on retrouvait tout ce qui s'est passé au niveau de cette ville. Donc il y avait tout. Par exemple, en revenant par exemple sur cette époque-là, comme on a parlé par exemple de la grande mosquée de Kairouan, mais il y a aussi d'autres, par exemple, mosquées qui étaient érigées. Par exemple, il y a le mosquée de Trois Portes, toujours à partir du 9e siècle, toujours dans la même période. Par exemple, il y a aussi le bassin de Zaglabid, je sais pas si je parle bien de ça. C'était c'était gigantesque, c'était vraiment gigantesque, où circulait ils ont essayé de décrire ça d'une façon, moi je vais répéter les mots qui étaient dits. Par exemple, c'était gigantesque, circulaire, servant autrefois à alimenter la ville en eau. C'est-à-dire que il y avait déjà la technologie à l'époque qui permettait à ce qu'il y ait la distribution d'eau à travers les différents villages, etc. Par exemple, il y a aussi le mausolée de Sidi Sahabi. Si je prononce bien, je sais pas si je prononce ça bien. Le lieu où, comme c'est la mosquée du Barbier. Exactement. Le mosquée du Barbier, le lieu de pèlerinage dédié à un compagnon du prophète Mohammed. Donc, c'était une ville à l'époque où c'était incontournable, où on retrouvait tout ce qu'il fallait retrouver, la jurisprudence, la science, etc. Et puis, voilà, une ville qui va vivre pratiquement son âge d'or pendant près de 5 siècles et demi, voilà, parce que elle sera délaissée par les Hafsides au profit de Tunis en 1229. Voilà, la ville, à partir de cette date, elle va entamer une longue phase de déclin. Voilà. Oui, effectivement. Mais avant cela, c'était quand même le Qiblat al-Maghreb. C'était un centre spirituel. Ah oui, c'était la Mecque de tout le Maghreb. Oui. Donc oui. Et aussi, il y avait beaucoup de médecins. On faisait aussi il y avait beaucoup d'astronomie. Donc on y traduit, on commande des textes grecs et orientaux.
Voilà. Et de sciences également. Oui, beaucoup de sciences. Et d'ailleurs, ça c'était sous la dynastie des Aghlabides et des Fatimides. Oui, notamment. Oui. Et donc il y avait les sciences religieuses. C'est devenu un foyer de l'école malikite avec les savants comme Sahnoun ibn Saïd. Oui. Donc après cela, comme vous avez dit, on a déplacé, mais maintenant, même si elle reste plus ou moins calme, pas comme sous sa côté, etc., mais quand même, c'est quand il y a des fêtes religieuses, etc., on la visite beaucoup plus. Ah oui. Par exemple, Al-Mawlid Nabawi, on y va, il y a beaucoup de personnes qui vont là-bas juste pour participer aux fêtes, etc. Donc après, la ville aussi... il y a toujours cette vie culturelle, ils ont gardé les traditions, comme à la Médina, on trouve aujourd'hui inscrit dans le patrimoine de l'UNESCO. Donc depuis 1988, et elle conserve toujours ces ruelles étroites, les souks qui sont toujours organisés par les métiers, etc. Donc on trouve des bijoutiers, voilà, etc. En fait, on trouve beaucoup de spécialités. Et il y a aussi les artisans qui sont réputés pour leurs tapis de lin, les mergoum, et les clim aussi. Donc, c'était des motifs géométriques. Et aussi, la spécialité de la ville, c'est Makrout. Oui. On dit que c'est le meilleur. Voilà. C'est le meilleur, oui. C'est presque tous les pays arabes, je dirais, qui connaissent le makrout, mais on dit que c'est les meilleurs. Dans la pâtisserie ou la spécialité du makrout, c'est les meilleurs. Avec la semoule, les dattes et le miel, ça vient de... Voilà. Sur le plan du développement, donc c'est une ville qui est classée aujourd'hui quand même derrière Tunis, Sfax, et sur le plan démographique. Parce que ce qui a peut-être influé ou bien impacté sa régression, c'est le développement du commerce maritime aux dépens donc du commerce caravanier, parce que c'était un carrefour à l'origine pour les caravanes vers notamment l'Afrique subsaharienne. Samuel. Oui, effectivement, parce que si on revient par exemple sur sa situation actuelle, par exemple, pour regarder un peu la régression, par exemple, actuellement, il y a environ 140 000 habitants
Et sur le côté économique, par exemple, c'est dominé toujours par le côté artisanal, le tourisme religieux et culturel, ainsi que le commerce local. Mais à l'époque, c'était incontournable parce que si on regardait tout ce qui est constitué l'apprentissage, comme les sciences, tout ce qui est constitué le droit, etc., c'était des lieux où c'était devenu une référence à son apogée. Donc les gens s'est dirigés par là. Par exemple, comme on parle aussi d'Ifriqiya, parce que c'était considéré comme la capitale d'une part aussi de l'ancien continent de l'Afrique. Jusqu'à l'Égypte. Oui, jusqu'à l'Égypte. À l'époque fatimide, c'était la capitale. C'était la capitale. Oui. Donc c'était incontournable par rapport à actuellement si on compare avec 140 000 par habitant, mais auparavant c'était pas comme ça. C'était le lieu incontournable, c'était le lieu de rencontre parce que c'était la capitale comme on dit de l'Afrique, parce que si on regarde combien de pays ça regroupé. Par exemple, il y a ce qu'on apprécie le plus, c'est que malgré tout ça, c'est un lieu qui a été bien préservé, comme ils ont été en train de le dire, inscrit au niveau du patrimoine de l'UNESCO depuis 1988, et aussi ces traditions à travers leurs tapis qui sont réputés jusqu'à présent. Il y a un site archéologique important, le site de Sbeta, d'ailleurs, qui forme une étape dans le tourisme, le secteur touristique. C'est pourquoi Kairouan constitue aujourd'hui une étape entre les stations du littoral, très convoitées, et ce site archéologique de Sbeta. Oui, en Sbetla. Oui, voilà. Ce qui est particulier avec Kairouan, c'est que c'est l'une des grandes villes islamique surtout qui n'a jamais été redessinée par les colonisations européennes. Voilà. Sa configuration. Ces ruelles, originelle. Les portes, tout était bien gardé. Même Samuel, par exemple, tout à l'heure, il a parlé du bassin des Aghlabides. Ce sont les plus grands réservoirs d'eau qui sont encore visibles au monde et ils fonctionnent parfaitement jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a environ 1000 ans, dans une zone qui est semi-désertique, sans technologie moderne, et jusqu'à présent, on dit que ça fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours. Donc c'est ce qui fait que c'est quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs, on ne trouve pas ailleurs. C'est ce qui fait que il rend la ville encore plus unique. Et ça, c'est par rapport à l'architecture. Après, comme vous avez dit, c'est un mélange de spiritualité profonde et aussi un patrimoine matériel qui est préservé. Et entre les traditions qui sont aussi artisanales, on n'est pas figé dans un musée, je dirais. On trouve un peu de tout, mais voilà, c'est quand même préservé. Elle vit encore, cette ville, malgré qu'il y ait cette mémoire plus de 1300 ans aujourd'hui. Donc après, ils ont plusieurs spécialités. Le pois chiche, par exemple, parce que tout à l'heure, j'ai parlé que de mekhlot, mais ils ont un plat à base de pois chiche, j'ai oublié comment on l'appelle. Et aussi, on dit qu'ils ont la meilleure harissa. Harissa, oui. C'est parfumé. J'ai découvert cette ville à travers son apogée, à travers des recherches où on voit que c'était un lieu incontournable, par exemple, sur des sciences religieuses. C'était un lieu incontournable sur la médecine et l'astronomie. Par exemple, ils disent que c'est à travers cette ville il y avait ces traditions de tout ce qui est de la médecine, etc., que ce soit dans des tests grecs ou orientaux, donc tout se faisait là-bas. C'est-à-dire que c'était un lieu incontournable où les gens passaient. Par exemple, sur le côté de la littérature et de la poésie, parce qu'à cette époque aussi, c'était l'apogée des grands poètes, etc. C'est-à-dire qu'au niveau de Marouane, il y avait toujours ces traductions, il y avait toujours, donc les gens s'y retrouvaient. C'est-à-dire que comme on avait parlé aussi je me rappelle pas, c'était le lieu incontournable où tout le monde s'est rendu dans une des émissions. Aussi, au niveau de Marouane, c'était incontournable à son apogée parce que tous les gens s'y rendaient. Ils s'y rendaient parce qu'on trouvait tout ce qui est l'érudit, tout ce que les gens qui se disaient des érudits voulaient y aller pour rencontrer, voir, parce que beaucoup de personnes s'est concentrées à travers cette ville. Ce qui est très important, par exemple... Mais toute la ville fonctionnait, c'est autour de ce lieu symbolique qu'est la grande mosquée. Ça, c'est le lieu, donc c'est un lieu de socialisation. Et puis, comme l'a souligné Mzola au départ, il y a la mosquée, il y a le marché, évidemment, le souk des tapis. Donc, il y a deux endroits.
c'est les deux endroits qui ont façonné toute la socialisation au niveau donc de cette ville de Kérouan. En fait, la grande mosquée, elle a été agrandie plusieurs fois. Oui. Elle est en fait un monument de foi et un chef-d'œuvre architectural. C'est un chef-d'œuvre. Oui. D'ailleurs, le circuit touristique, tous les touristes, le circuit touristique de cette ville se résume donc à cette grande mosquée et au souk d'Itep. Oui, parce que la grande mosquée, par exemple, on dit que ça comporte plus de 400 colonnes toutes différentes. Oui. Par exemple, ils disent aussi il y a un mélange d'éléments antiques comme des colonnes romaines, des byzantines récupérées, etc. Donc, et d'innovation islamique, c'est-à-dire que c'est un lieu architectural imposant et incontournable qui fait la beauté de l'endroit, parce que comme on dit déjà, c'était considéré comme le départ de l'islam au niveau de notre cher continent. C'est-à-dire que c'est un lieu contournable. C'est pour ça la mosquée est la référence de lieux où on visite, etc. Après, on revient à travers ces technologies qui ont été appliquées à travers ces différents bassins de Aglib, par exemple. Zawiya. Exactement. Et par exemple, on peut revenir aussi sur ces lieux emblématiques, moi qui m'a un peu touché, parce que quand on parle du mosquée du Barbier, moi c'est le lieu aussi qui m'a un peu touché, parce que j'aurais aimé aller voir aussi, parce que quand on parle du mosquée du Barbier, ça m'a un peu touché, parce que c'est toujours un lieu de pèlerinage. Par exemple, il y a certains remparts qui entourent la Médina. Comme il était des vestiges, donc, des anciens remparts. Oui. Percés des postes historiques comme Bab Tunis ou Bab je sais pas comment on dit le nom, parce que El Rouha, c'est ça on peut dire. C'est un lieu où cette vie religieuse est présente, elle est vraiment présente, et aussi, comme on disait, sur le côté artisanat, on est différents types côté artisanat à travers des différents tapis réputés, parce que les tapis de là, ils sont vraiment réputés, côté nourriture, comme ils auraient été en train de le dire à travers. D'ailleurs, on essaie aujourd'hui de redynamiser donc le secteur de l'artisanat dans la ville. Oui, effectivement, en fait, aujourd'hui, on essaye de faire beaucoup de choses, d'apporter un plus, mais quand on y va là-bas aussi, on s'attend toujours à ce rythme lent pour découvrir les petites ruelles. Surtout, il y a beaucoup plus de blanc et de bleu. Voilà, dans les murs et les portes, etc. Donc, c'est pas une ville comme j'ai dit tout à l'heure, que c'est pas comme Tunis. Une ville côtière, ça n'a rien à voir. Pas comme Sousse, mais on a tout le temps pour s'étirer, on ne court pas, on visite, on découvre beaucoup de choses, on apprend aussi. Donc après, les habitants, on dit ils parlent entre eux en arabe tunisien, et aussi ils sont accueillants. C'est aussi une ville qui est moins chère. C'est réputé que c'est une ville moins chère que les villes touristiques. Donc tout ce qui est artisanat, tout ce qui est nourriture et même hébergement sont abordables. C'est pour ça on vit cette expérience qui est magnifique. Déjà avec les vues, avec l'odeur aussi. On dit qu'il y a beaucoup, on sent le cuir, les épices, le miel et les sons. Donc les marteaux des artisans, les rires, etc. Donc on trouve un peu de tout. C'est une ville qui vit, malgré que c'est très ancien. Genre on fait un saut dans l'histoire, dans le passé et le présent. Voilà. Oui, on peut dire aussi, on le dit aujourd'hui, c'est la capitale de la culture islamique depuis 2009. Oui. Et aussi, on peut dire, comme on le disait tout à l'heure, elle reste un beau lieu du tourisme religieux et culturel. Et donc la culture et la religion est très présente pour les gens qui veulent découvrir. Et aussi, on dit que Kérouan, c'est une porte d'entrée de l'islam en Afrique du Nord. C'est aussi un pont entre l'Orient et le Maghreb. Et on dit aussi c'est un lieu où la foi, l'histoire et la culture se mêlent. Donc on retrouve un peu de tout, etc. Dans chaque pierre, dans chaque ruelle et chaque parfum de Makrout ou Harissa ou autre. Voilà. Kérouan tente doucement et sûrement de sortir de sa léthargie aujourd'hui. La redynamisation de la ville semble passer par la stimulation de l'artisanat, comme on l'a dit, et le développement du tourisme durable, valorisant le patrimoine exceptionnel de cette ville. Je vous remercie
Samuel Akizimana, je vous remercie, M. Al-Hini, je remercie également les auditeurs d'Ifriqiya FM, la voix africaine.